Merci beaucoup Jean-Philippe pour la présentation. Je tiens tout d'abord à remercier le CRAC et le MAPAC de nous donner cette opportunité-là de présenter nos résultats de recherche chaque année. C'est toujours apprécié. Donc aujourd'hui, ça va être une petite présentation sur un projet qui est en cours. Comme vous l'a dit Jean-Philippe, les résultats sont pas finaux, donc on prend ça beaucoup avec de pincettes. Et ça va être sur les champignons et nématodes qui sont éventuellement peuvent être utilisés contre les vers fils de fer. Donc, les vers fils de fer, vous commencez à en entendre parler depuis plusieurs années déjà. Je vais faire une brève introduction là pour ceux qui ne seraient pas encore au courant de ce que c'est que les vers fils de fer. Donc, les vers fils de fer, c'est des insectes ravageurs du sol. Vous avez des photos ici présentement à l'écran. Ils vivent pendant plusieurs années dans le sol et au Québec, on a 9 genres qui sont présents dans les grandes cultures. Vous avez un guide qui a été publié, aussi un article qui a été publié il y a quelques années maintenant, qui nous montre aussi les résultats de recherche ont montré qu'il y avait une espèce majoritaire au Québec qui est le topin trapu, Hypnoidus abbreviatus, et on a aussi des genres qui sont plus dommageables dans les grandes cultures, tels qu'Agriotes, Limonus et Melanotus. Donc ça, c'est 3 genres qui sont peut-être plus importants. Et en fait, ces insectes-là vont affecter les cultures au moment de la germination et au début de la croissance des plantules. Alors, pour lutter contre les vers fils de fer, généralement, les producteurs utilisaient des pesticides de synthèse, notamment des néonicotinoïdes utilisés en traitement de semences. Mais depuis 2018, vous le savez, il y a une nouvelle réglementation sur l'utilisation de certains insecticides, dont les néonicotinoïdes. Et ça a conduit à faire à des modifications. Ensuite de ça, il y a également un article qui a été publié en 2020 par ma collègue Geneviève Labrie sur des résultats qui avaient été, des études qui avaient été conduites quelques années plus tôt et qui montraient que seulement 5% des champs au Québec nécessiteraient d'avoir recours à des méthodes de lutte contre les vers fils de fer. Donc, ces travaux-là, en fait, montrent aussi qu'il y a possibilité de réduire significativement l'utilisation de pesticides. Puis, comme vous le savez, depuis 2020, le gouvernement du Québec a mis en place le plan d'agriculture durable 2020-2030, parmi lesquels il y a un objectif qui est de réduire l'usage des pesticides, mais aussi les effets et les risques sur la santé et l'environnement. Donc, tout ça, ça nous amène à devoir développer des nouvelles stratégies de gestion intégrée des ravageurs et d'offrir des solutions alternatives pour les producteurs. Alors, des solutions alternatives pour lutter contre les vers fils de fer, il en existe plusieurs. Il y a d'ailleurs un très bon article qui a été publié l'année dernière sur ces différentes stratégies que je vous invite à consulter. Parmi ces différentes alternatives-là, il y a les pratiques culturales, bien sûr. Il y a aussi les rotations qui peuvent permettre de briser des fois le cycle de certains insectes. Vous avez également des cultures qui sont non hôtes ou alors répulsives. Il y a des travaux notamment qui sont réalisés actuellement par le CRAM, donc par Geneviève, sur le sarrasin, la moutarde brune. Vous avez également des agents pathogènes qui peuvent s'attaquer aux vers fils de fer et vous avez aussi éventuellement le piégeage de masse des adultes. Ça, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, j'en avais fait une présentation. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur les agents pathogènes et donc on va voir un petit peu comment ces agents pathogènes-là vont permettre éventuellement de contrôler les vers fils de fer. Donc, tout d'abord, les champignons et les nématodes entomopathogènes sont présents dans un sol qui est vivant. Un sol vivant, c'est un micromonde qui est riche de biodiversité. Donc, vous avez des micro-organismes, de la microfaune, de la mésofaune et de la macrofaune. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les champignons qui appartiennent aux micro-organismes, donc qui sont vraiment très petits, et puis les nématodes qui appartiennent à la microfaune. Alors souvent, quand on parle de champignons, de nématodes, ça peut nous faire peur parce qu'il y en a beaucoup qui sont des organismes qui sont pathogènes pour les cultures, donc qui peuvent affecter les plantes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de champignons et de nématodes en particulier qui sont entomopathogènes, c'est-à-dire qui vont s'attaquer spécifiquement aux insectes. Et ces champignons et nématodes sont généralement présents naturellement dans les sols. Donc, au niveau des champignons entomopathogènes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des champignons qui peuvent donc infester plusieurs espèces d'insectes. Généralement, c'est des champignons qu'on peut également produire en laboratoire sur des milieux artificiels. Ils possèdent différents stades de développement. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Ils sont utilisés notamment aussi dans des programmes de lutte biologique. Et puis, parmi les espèces entomopathogènes qui sont les plus connues et utilisées, on a 3 genres en particulier, donc Boverium, Mytarrhizium et Zoophthora. Et il en existe, en fait, il existe des spécificités d'autres. Donc, ce n'est pas tous ces champignons-là qui vont s'attaquer à toutes les espèces d'insectes
insectes. Il y a certains insectes aussi qui sont plus sensibles que d'autres à certains champignons. Et puis, vous avez aussi des bactéries qui sont présentes à l'intérieur des insectes qui vont permettre de protéger d'une certaine façon contre le pathogène. On sait qu'il y a certains vers fil de fer, par exemple, qui ont une flore bactérienne qui contient des bactéries qui vont permettre donc d'avoir présence du champignon à l'intérieur de l'insecte, mais qui ne va pas se développer justement parce que les bactéries vont protéger l'insecte contre ces champignons-là. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que certains champignons entomopathogènes peuvent avoir un effet biostimulant sur les plantes. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais ces champignons-là, quand ils sont utilisés en champ, peuvent augmenter en fait le pouvoir de croissance des plantes et les rendements. Au niveau des nématodes entomopathogènes, ce sont des vers ronds microscopiques qui font en général moins d'1 millimètre de longueur, qui sont très fins. Vous avez une photo là ici en bas. Les nématodes entomopathogènes, eux, vont se déplacer dans le sol grâce à l'eau. Donc, ils vont se déplacer entre les particules de sol. Et puis, les nématodes entomopathogènes, il y a deux genres principaux, donc Steinernema et Heterorhabditis, qui sont décrits comme des pathogènes d'un grand nombre d'insectes. Et puis, il y a plusieurs espèces aussi qui ont été introduites dans des programmes de lutte biologique. Et puis, les nématodes entomopathogènes peuvent aussi réduire les dommages dans les champs. Par contre, il semblerait qu'il y ait aussi, dans ce cas-là, des spécificités d'espèces. Par exemple, vous avez Heterorhabditis bacterioflora et Steinernema carpocapsée qui peuvent affecter Agriotes lineatus. Par contre, le nématode Steinernema felsier n'affecte pas cette espèce de ver-fil de fer Agriotes lineatus. Donc, il faut vraiment faire des études préliminaires pour savoir quelles sont les espèces qui peuvent affecter les vers-fil de fer en général. Donc, les vers fil de fer, eux, peuvent présenter aussi une certaine susceptibilité ou non, et même parfois être résistants aux nématodes entomopathogènes. Donc, les taux de mortalité peuvent grandement varier d'une espèce à l'autre de vers fil de fer en présence de nématodes entomopathogènes. Donc, comment ces pathogènes peuvent agir sur les insectes? Eh bien, ils vont commencer par pénétrer à l'intérieur de l'insecte via les orifices naturels. Donc, quand on parle d'orifices naturels, on parle notamment de la bouche des insectes, on parle également de l'anus des insectes, et il y a également les spiracles, donc les orifices respiratoires qui sont présents sur le corps de l'insecte. Donc ça, c'est des voies d'entrée pour les pathogènes. Et puis, une fois qu'ils sont pénétrés à l'intérieur, donc ils vont se multiplier, se nourrir aux dépens de l'insecte. Donc, l'insecte va continuer à vivre un certain temps, va finalement tomber en léthargie. Les champignons et les nématodes vont se nourrir de l'hémolymphe et des fluides qu'il y a à l'intérieur de l'insecte. Et au final, ça va entraîner la mort de l'hôte. Puis, après ça, en fait, les agents pathogènes vont quitter l'hôte à la recherche d'une autre cible. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le succès des pathogènes. Donc, le succès du parasitisme est notamment influencé par la présence et l'abondance de l'inoculum dans le sol. Donc, plus vous avez de champignons et de nématodes dans le sol, plus vous avez de chances qu'ils vont aller attaquer les ennemis des cultures. Ensuite de ça, le stade de développement du pathogène. Si vous avez des juvéniles de nématodes versus des adultes, ça ne va pas avoir le même comportement vis-à-vis de l'hôte. Pareil pour les champignons, il y a plusieurs stades de développement, comme je vous l'ai dit. Donc, il peut y avoir un impact sur la virulence de ces champignons-là. Il y a également l'épaisseur de la cuticule de l'insecte. Une larve de chenille de papillon ravageur n'a pas la même cuticule, donc la même carapace qu'un ver fil de fer qui a une carapace beaucoup plus dure. Donc là, également, il y a un pouvoir de pénétration à l'intérieur de l'insecte qui peut être variable. Vous avez également le stade de développement de l'hôte. Si c'est un jeune insecte une jeune larve versus une larve un petit peu plus âgée, il peut y avoir un impact là, à ce niveau-là. Vous avez également le stade de développement la température, l'humidité et le pH du sol qui peuvent être importants pour les champignons et les nématodes. Puis si vous avez de la présence de résidus de pesticides dans le sol, notamment parce que vous avez utilisé des fongicides ou des nématicides pour lutter contre certains pathogènes des plantes, vous pouvez aussi peut-être affecter le succès parasitaire des entomopathogènes.
Donc, il y a des produits commerciaux qui existent déjà, hein. Vous avez peut-être déjà vu le cas de Bioceres ici au Québec, qui est une formulation de champignons qui peut être à partir de Beauveria, qui peut être appliquée notamment en horticulture, dans les serres, ces choses-là. Vous avez également des billes qui peuvent contenir ces champignons-là. Et puis, ça, c'est pour les champignons entomopathogènes. Et vous avez également des produits qui sont vendus commercialement pour lutter notamment contre les vers blancs et qui sont utilisés, ça, c'est des nématodes qui sont utilisés en jardinerie, en horticulture. Donc, c'est des produits qui existent déjà commercialement. Donc, nous, ce qu'on a fait en 2022, on a souhaité tester ces différents champignons et nématodes. Donc, on avait un champignon du genre Metarhizium qui provenait d'une souche qui était originaire d'Allemagne. Et puis, on avait des nématodes, donc Heterorhabditis, qui ont été isolés à partir de spécimens de vers fil de fer qu'on avait trouvés au Québec qui étaient parasités. Donc, première étape, là, je vais commencer avec les champignons entomopathogènes. Les champignons entomopathogènes, eux, sont cultivés, comme je vous le disais, sur boîte de pétri, donc avec donc une solution gélosée. On a utilisé plusieurs espèces de vers fil de fer qui nous ont été fournis par le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Ces vers fil de fer ont été mis donc dans des pots avec un substrat donc de la terre, dans lequel on avait également mis des grains de maïs, des grains de blé qui ont servi pour l'alimentation des insectes. Donc, on met 5 insectes par pot. Et puis, on a fait une préparation donc, des champignons pour avoir les conidis, un certain dosage de conidis qu'on a ensuite inséré donc, dans chaque pot. Donc, on avait 4 espèces de vers fil de fer, Agriotes, Hypnoidus, Limonus et Melanotus. Pour chaque espèce, on avait 5 vers fil de fer par pot. On a fait 3 répétitions par espèce et on avait un témoin, donc contrôle, dans lequel il n'y avait pas de champignons entomopathogènes qui étaient mis. Les expériences ont été réalisées en chambre de croissance dans des conditions contrôlées. L'inoculation a eu lieu le 6 juillet et puis on a fait des observations tous les 10 jours jusqu'en octobre. Et ce qu'on faisait, en fait, à chaque fois qu'on faisait une observation, c'est qu'on dénombrait le nombre de spécimens infestés, morts, sur lesquels on voyait la présence de champignons. Donc, voilà à quoi ça ressemble des champignons qui sont infestés par des champignons entomopathogènes. Donc, là, ici, vous voyez que les champignons ressortent au niveau des interstices entre les différents segments de l'insecte. Et puis, quand ça se développe vraiment, ben, ça ressemble un petit peu à des cendres qui vont être présentes. Donc, ça, c'est en fait le stade développé du champignon. Donc, là, dans ce cas-là, l'insecte finit par mourir et il y a un effet. Donc, ce qu'on a eu comme résultat avec les champignons entomopathogènes, c'est des résultats qui sont quand même assez intéressants. Par exemple, pour Agriotes, on a eu entre 60 et 100% de mortalité dépendamment des pots. Les premières infestations qu'on a eues, c'était le 20 juillet, donc 2 semaines après avoir infesté les vers fil de fer. Pour Hypnoidus, c'était une petite espèce et dans ce cas-là, on n'a pas retrouvé beaucoup de vers fil de fer. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit les vers fil de fer se sont mangés entre eux, ou bien il y a eu un effet qui a été drastique des champignons. Et dans ce cas-là, ben, les champignons, vous voyez, se développent, ça fait une sorte de farine de poudre et on n'a pas retrouvé les cadavres de ces vers fil de fer-là. Ensuite de ça, pour Limonus, on avait entre 80 et 100% de mortalité. Et là, on a vu qu'il y avait une mortalité qui arrivait quand même assez tôt, après 8 jours d'infestation, donc des bons résultats. Et puis, par contre, pour Melanotus, qui est quand même la plus grosse espèce de ver fil de fer qu'on a testé, on a eu entre 20 et 80% de mortalité dépendamment des pots. Et puis, la mortalité est arrivée un petit peu plus tard, donc à partir du 11 août. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte mortalité qui est observée avec le champignon entomopathogène. Donc, c'est encourageant à ce niveau-là. Et par contre, il faudra bien sûr renouveler l'expérience. Au niveau des essais qu'on a fait avec les nématodes entomopathogènes, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait avec les champignons, sauf que là, dans ce cas-là, les nématodes étaient élevés donc, sur des larves de Galéria qui étaient mises en présence de copeaux de bois. On a réalisé la même chose, on a placé ça dans les pots, on a testé plusieurs espèces et puis en fait ce qu'on mettait c'est qu'on a mis de la sur les pots et on a regardé ce qui se passait après. On a également mis un peu de solution de nématodes. Par contre là on avait un moins bon contrôle sur les doses qu'on mettait dans chaque pot de nématodes entomopathogènes. Donc là dans ce cas-là on avait 5 espèces de vers fil de fer. On a fait ça dans les mêmes conditions que précédemment avec les champignons. Les expériences ont été débutées de la même façon. On a fait un peu moins d'observations puisque c'est un petit peu plus long
pour le développement des nématodes. Donc, on a fait 4 observations, à peu près une par mois. Et puis, on a dénombré les spécimens qui étaient infestés par le nématode. Donc, comment on fait pour faire ça? En fait, on récupère les larves qui nous paraissent moribondes et infestées, puisque les nématodes vont surtout rester à l'intérieur de l'insecte. Et puis, on risole cet insecte-là, on le met donc en présence d'eau dans une boîte de pétri sur un petit carreau de plâtre. Et puis, quand les nématodes sont prêts à sortir de l'insecte, ben, ils vont aller se retrouver dans l'eau qu'il y a autour. Donc là, ici, on peut voir les nématodes sortir de l'insecte. Donc, les résultats qu'on a obtenus montrent quand même des effets un petit peu variables d'une espèce à l'autre. Donc, pour Agriotes, on voit qu'il y avait entre 27 et 28 des spécimens qui étaient infestés. Pour Hemicrepidus, on avait entre 8 et 12 Hypnoidius 13 à 44 Limonus 0 et puis Melanotus entre 5 et 53 Melanotus, c'est l'espèce sur laquelle on avait trouvé au Québec là, les nématodes entomopathogènes. Donc, on voit qu'il y a quand même des différences assez importantes. Ça semble moins efficace que les champignons entomopathogènes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et il semblerait quand même avoir des spécificités d'espèces. Comme je le disais aussi tout à l'heure, les vers fil de fer peuvent présenter une faible susceptibilité ou peuvent être résistants aux nématodes entomopathogènes. C'est peut-être ce qui s'est passé avec Limonus. Et donc, le taux de mortalité peut varier fortement. Alors, est-ce qu'il y a un avenir possible pour ces méthodes de lutte-là? On voit que les champignons entomopathogènes et les nématodes entomopathogènes induisent de la mortalité chez les vers fil de fer à partir de quelques jours ou de quelques semaines. Alors ça, c'est intéressant parce que comparativement aux insecticides qui, en général, ne tuent pas les vers fil de fer, ils font juste les paralyser pendant un certain temps. Dans ce cas-là, on a de la mortalité qui est causée par les vers fil de fer. Donc là, c'est un effet intéressant. C'est sûr que ce n'est pas de la mortalité à 100%, mais ça permet quand même de réduire les populations dans certains cas. Par la suite, donc, on va essayer également de trouver des souches qui sont plus virulentes, qui induisent une plus forte mortalité chez les vers fil de fer. On peut également tester différentes espèces de nématodes. Alors, il existe déjà des solutions, notamment les Attract and Kill qui sont développées. Donc là, ici, vous avez par exemple un plant de maïs qui va libérer le CO2, qui va attirer les vers fil de fer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces solutions Attract and Kill? En fait, on a des billes qui sont placées dans le sol qui libèrent du CO2 et qui vont en même temps contenir le champignon entomopathogène pour donc attirer ces vers fil de fer-là. Donc, on va avoir une surexpression de CO2 à ce niveau-là. Les vers fil de fer vont être attirés par les billes plutôt que par la culture. Et quand les vers fil de fer se nourrissent de ces billes-là, eh bien, ils vont être en contact du champignon qui va les faire mourir. Vous avez aussi des solutions qui existent, notamment pour les chrysomèles des racines du maïs. On travaille sur ça avec le chercheur de l'Université de Cornell, Nelson Shields. Et les nématodes entomopathogènes sont utilisés pour faire du biocontrôle, là, dans ce cas-là, des chrysomèles des racines du maïs. Donc, il y a quand même une possibilité d'utiliser ces méthodes-là dans l'avenir. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont quand même en développement un petit peu partout à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada aussi. Il y a des choses qui sont faites. Donc, je terminerai en remerciant toutes les personnes qui participent à nos projets, notamment, je tiens à remercier BioCare qui nous a fourni les champignons entomopathogènes, le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC pour nous avoir fourni les vers fil de fer, également les étudiants d'été qui ont participé à ce projet. Et puis, ce projet-là, c'est un projet qui est réalisé dans le cadre du RAP Recherche et qui est financé par le Partenariat canadien pour l'agriculture dans le cadre du programme de partenariat pour l'innovation et en agroalimentaire. Donc, merci également à vous pour votre attention. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez des questions et vous avez mes coordonnées sur cette page-là. Merci beaucoup.